C'est arrivé un peu par hasard. On avait avec Romain cette envie de refaire un film ensemble. On s'était promis, on réfléchissait voilà, à des sujets, on ne savait pas très bien quoi ni quand. Et puis c'est vrai qu'on a été au Japon ensemble pour présenter nos batailles qui sortaient là-bas. Et à Tokyo, un soir, on rencontre des expatriés et ils nous parlent de cette problématique d'enlèvement d'enfants, de garde alternée non respectée, ou en tout cas de cette vieille loi qui existe depuis plus de 100 ans, qui dit que c'est un des premiers des parents, des deux parents, qui prend l'enfant, qui en a la garde. Et ça nous a touchés, ça nous a émus, et on s'est dit qu'il y avait un beau film à faire. Et puis surtout, il y avait une espèce de continuité avec nos batailles, de continuer à creuser ce sillon de la parentalité, en l'occurrence de la paternité, puisque c'est le prisme de Jay. Donc il y avait une espèce d'évidence, donc on a continué à y réfléchir, et puis quelques années plus tard, on s'est retrouvés à Tokyo en train de tourner, quoi. Dès qu'on a pris connaissance de cette problématique, on s'est évidemment renseigné. On voulait, voilà, c'est toujours à l'approche du réel qu'on ressent mieux les choses. Donc on a rencontré des papas, on a rencontré des mamans victimes de cette problématique. Et c'est vrai qu'il y a eu deux papas avec lesquels on a un peu plus sympathisé, mais aussi pas inspiré, je ne vais pas dire que c'est une inspiration de leur vie, mais où on a été puisé dans leur vécu, des mini-choses qu'on a injectées dans le récit. C'était important pour nous de rester dans la fiction, de gérer nous-mêmes notre dramaturgie. Mais c'est vrai que Vincent Fichot et Emmanuel de Fournas nous ont accompagnés dans l'écriture du scénario, nous ont accompagnés pendant le tournage et même après en post-production et en promotion du film. Donc ils sont très impliqués dans le processus. Alors ce n'est pas leur histoire, mais on a été puiser des petites choses. Après c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup, je pense une vingtaine, une trentaine de papas, de mamans victimes de ça. J'ai même fait une manifestation à Tokyo avec eux, etc. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point ça touchait énormément de gens. En fait, ça touche en grande majorité évidemment à des couples japonais-japonaises, forcément. Mais aussi il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, beaucoup d'étrangers. Enfin, vraiment, ça concerne vraiment tout le monde. On parle entre 150 et 200 000 enfants enlevés chaque année par l'un des deux parents, c'est pas rien. Donc voilà, on s'est renseigné, mais on n'a jamais voulu raconter l'histoire d'une de ces personnes pour la simple et bonne raison qu'on n'a jamais réussi à rencontrer l'autre partie. Il y avait vraiment une fermeture. Et vous savez, quand on fait un travail voilà, ne fût-ce que journalistique ou de documentation, on va voir les deux parties. Et là, il y a eu une fermeture. On n'a jamais rencontré des papas et des mamans qui ont kidnappé leur propre enfant. Jamais. Donc on ne pouvait pas raconter leur histoire. Ce n'était pas possible par sincérité, honnêteté intellectuelle. Donc voilà, on est resté dans notre fiction à nous, dans notre dramaturgie, et à nouveau dans cette idée de transmettre une émotion, de recherche d'empathie. Bon, ben voilà, c'est plus facile de créer nous-mêmes nos personnages, leur trajectoire, leur travail, leur vécu, enfin voilà. Ce qui me plaisait, c'était le statut de Jay, qui est un statut d'étranger, et ça me plaisait beaucoup. Raconter l'histoire d'un étranger qui migre dans un pays plus riche que le sien, une autre langue, une autre culture, qui est parfaitement intégrée et que, sans dévoiler la fin, voilà, il se passe ce qui s'y passe. Et ça raconte beaucoup de choses, ça raconte aussi ce qui se passe chez nous. Alors il ne s'agit pas de comparer le parcours d'un migrant qui viendrait d'Afrique ou des pays de l'Est et qui viendrait en France, mais je trouvais ça intéressant que ça fasse un petit écho à ça, de ce qui se passe chez nous, mais de prendre le contre-pied et de prendre plutôt un Français qui immigre. Je trouvais ça assez intéressant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a souvent eu l'occasion de voir, et je me dis mais comment, pas tromper le spectateur, mais comment le confronter à
à cette problématique, mais pas frontalement, c'est-à-dire par des détours, c'est-à-dire qu'on raconte un sujet qui est les enlèvements d'enfants, etc., mais en filigrane, il y a quand même ce sous-thème, ce point de vue d'auteur qui raconte cette espèce de racisme sous-jacent qui existe au Japon et qui existe chez nous, qui est exactement le même, quoi. Qui n'est pas explicite, mais qui est là un peu partout, dans tous les rouages juridiques, policiers, dans la population. Et je trouvais ça assez pertinent de raconter ça. Ça va, tu tiens le coup? ここでは日本語で話してください。すいません。これから検事さんと会うけど、仮釈放についてもそこで判断されると思う。Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a affaire quand même à un gouvernement très conservateur et en fait, ils ne veulent pas que les gens se séparent, en fait. Ils ne veulent pas que les gens se divorcent. Ils veulent que les gens restent mariés, en fait. Donc, c'est une façon de régler leurs problèmes. C'est la politique de l'autruche, en fait. Et donc, voilà, les gars, vous n'avez qu'à rester mariés, quoi. Enfin, c'est un peu ça que ça renvoie. Et c'est une problématique qu'il y a chez nous aussi. Il ne faut pas aller chercher très loin. Il n'y a pas qu'au Japon. Il y a des problèmes similaires en Allemagne, en Algérie. Même le pape, on pourrait le citer, hein, avec l'avortement ou le préservatif, c'est la même politique, hein, c'est la même politique de l'autruche. Donc vous savez, voilà, après, bon, il y a quand même, la population a envie de faire évoluer les choses, bouger les lignes. Là, le gouvernement vient de signer au mois de mai ou au mois de juin 2024 une nouvelle loi pour accorder la garde alternée aux parents qui le demandent. Dans les faits, ça va être appliqué seulement en 2026. Et malheureusement, il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc tous les gens qui sont victimes de cette problématique-là durant ces décennies et ces décennies ne pourront pas faire valoir ce droit. Et puis le problème reste le même, c'est-à-dire que la police ne va jamais interférer dans les problèmes familiaux. Donc quand bien même il y a une garde alternée, si votre ex-conjoint ou conjointe ne veulent pas vous faire garder votre enfant, comment vous allez faire, quoi? 野村恵子さんは新たな人生を歩んでいきたいとそう望んでる。なんであなたはそれを邪魔しようとするんですか？ Oh putain, je veux pas divorcer, je peux pas divorcer, sinon je vois pas ma fille. Je peux pas, je suis coincé. Putain, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible, putain. C'est vrai que la plupart des films auraient sans doute commencé la séparation, Keiko qui part avec Lily, qui vide la maison, Jay qui découvre ça et tout ça. Et on s'est dit, mais c'est pas ce cinéma-là qu'on a envie de faire. Et c'est vrai qu'avec Jean Denisot, mon co-scénariste, on a beaucoup reparlé de Running on Empty de Sidney Lumet, où on a ce couple éco-terroriste qui a tué une personne sans faire exprès dans un attentat d'une usine. Et en fait, la plupart des films auraient filmé l'attentat et l'accident. Et en fait, Sidney Lumet, il arrive 17 ans après. Et quelles sont les répercussions de ça? Comment River Phoenix, à 17 ans, vit avec ça? Et en fait, bon, je ne veux pas comparer mon film au chef-d'œuvre de Sidney Lumet, mais en tout cas, il y avait cette intention de se dire, mais à quel moment il faut commencer vraiment ce récit? Et on s'est dit, mais tiens, est-ce que ce n'est pas plus pertinent de commencer 9 ans plus tard? 9 ans après la séparation, au moment où il est résigné, où il l'a cherché pendant 9 ans, il ne l'a pas trouvé, il s'apprête à rentrer, et boum, il la croise par hasard. Et on aimait bien cette idée-là aussi d'éviter un petit peu cet écueil de l'explication. Vous savez, moi, j'aime pas quand, en tant que spectateur, quand on me prend trop par la main et qu'on m'explique trop les choses. Moi, j'aime bien que les spectateurs et spectatrices fassent leur chemin et j'aime bien voilà, qu'on n'en dit pas trop, que c'est un peu intriguant, on se pose des questions. Et voilà, je trouve ça important de traiter les spectateurs, spectatrices avec intelligence et donc on leur donne des petites informations avec parcimonie, de manière indicielle au fur et à mesure des récits. Et, voilà, parce que c'est un sujet tellement particulier. Ça aurait été beaucoup trop laborieux de commencer à dire alors voilà la situation. Enfin bon, moi c'est pas ce cinéma-là qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est le non-dit, les sourires, les regards. C'est ce cinéma-là vers lequel je tends. Tu parles français? Un tout petit peu. Un tout petit peu.
お父さんがフランス人だったから。でももう会えないから話せてもしょうがないの。なんでもう会えないの？お父さんとお母さんが離婚しちゃったから。それは関係ない。Je suis un cinéaste qui tend vers l'émotion. Moi, j'essaie de transmettre une émotion. C'est mon objectif. Donc, je travaille énormément l'empathie des personnages. Après, moi, ce que j'aime à nouveau, c'est pas avoir des personnages parfaits. J'aime que Jay a sa part de responsabilité, qu'il a sa zone d'ombre, qu'il n'a pas été toujours parfait. Et j'aime bien, on retrouve ça dans tous mes films. Hein. C'est toujours un personnage masculin qui est limite borderline, qui est un peu maladroit, qui est un peu agaçant par moments, mais qui grandit et qui évolue grâce aux personnages secondaires féminins qui l'entourent. Et à nouveau aussi, c'est la même chose, c'est Jessica, c'est Michiko, il évolue, il grandit, et voilà, moi j'essaie de rendre une humanité en fait à mes personnages. Mais pour rendre une humanité à un personnage, il se doit d'être imparfait. Après, cette imperfection, c'est un jeu d'équilibre, évidemment. Il faut amener cette empathie nécessaire. Et cette empathie, elle passe par la conscience du personnage. S'il n'y a pas de conscience, il ne peut pas avoir d'empathie. Même si on a un personnage antipathique, le plus antipathique qu'il soit, si on lui amène une conscience, l'empathie sera là. Et donc c'est ça que j'essaie de travailler dans mes scénarios. Quand elles sont parties, j'ai menacé toute la famille de ma femme. Je les ai insultés. Je les ai humiliés devant les voisins, devant les amis, voleurs d'enfants et tout. Rendez-moi ma fille. J'étais dans une rage. Mais bon, je picolais un peu, hein, j'étais un peu grave. Mais j'étais... Je faisais peur, je crois. Je pouvais pas accepter, tu vois, et... Je leur ai pourri la vie, quoi. Jusqu'à ce qu'elles partent. Jusqu'à ce qu'elles s'enfuient, quoi. Moi, j'aime la complexité dans le cinéma de manière générale. Et je voulais éviter tout ce qui était un peu manichéen. Et je trouvais ça intéressant que ce personnage de Jay a sa part d'ombre, sa part de responsabilité aussi dans ce qui lui arrive. Et qu'effectivement, il évolue, qu'on le voit presque plus japonais que les Japonais au début. Et puis, il y a ce personnage de Jessica qui arrive, qui est une espèce de pendant de Jay, qui est son miroir, un miroir féminin, parce que c'était important aussi de montrer que ça touche autant les hommes que les femmes, cette problématique. Et effectivement, elle arrive avec cette personnalité, son charisme très latin, et qui va influencer ce personnage de Jay, qui va retrouver un petit peu ses habitudes, ses vieilles habitudes françaises. Et voilà, je ne voulais pas faire un cliché de ce que sont les Japonais et les Japonaises, et ce que sont les expatriés, mais j'aime bien que ça évolue, que ça change, que ça navigue, montrer voilà, plein de personnages différents, et que voilà, que rien n'est simple, rien n'est évident, et qu'il y a le paraître, et il y a l'intérieur, et que tout ça à un moment donné bouillonne et se rencontre et se cristallise d'une manière ou d'une autre. Il y avait ce film qui était une vraie référence pour nous à beaucoup de niveaux, qui était le film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, où il y avait ce personnage d'Alain Delon. Alors il n'était pas chauffeur de taxi, mais il était tueur à gages, mais il était souvent seul dans sa voiture aérée. Et voilà, à la base ça vient de là, mais il y a d'autres choses qu'il y avait dans Le Samouraï en termes de scénario, son appartement vide de tous, l'animal exotique. L'aspect monacal, coupé de toute sexualité, puis cette volonté qu'il a de retourner voir cette femme absolument, alors qu'on sait tous qu'il va se faire choper par les flics, et il dit non, on n'y va pas, mais il y va quand même, parce que c'est plus fort que lui. Enfin, il y avait un petit côté comme ça chez Jay,
avec sa fille notamment, on se dit là il va trop loin et en fait il y va quand même parce qu'il n'a pas d'autre choix. Enfin bon. La musique, c'était la première fois pour moi que je travaillais avec un compositeur. Moi, j'ai toujours travaillé avec de la musique existante. Très peu, forcément. En plus, ça coûte très cher. Mais là, je me suis dit que là, le sujet était tellement difficile. On aurait besoin de respiration, on aurait besoin de... Et puis, on avait envie de beauté aussi pour contrebalancer la noirceur du récit. On s'est dit qu'on aurait besoin de musique, comme on avait envie aussi de soigner l'image, parce que c'est vrai que j'ai toujours dit que j'étais un cinéaste qui essayait d'amener une émotion et en même temps je me suis toujours auto-censuré, c'est-à-dire je me suis toujours dit non mais l'image, attention, il ne faut pas que ce soit trop beau non plus, on parle toujours de cet équilibre entre le fond et la forme et peut-être j'ai toujours un peu bâclé la forme c'est comme si vous voulez, je me disais que si une séquence, on rajoutait de la musique, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas en termes de scénario ou parce que le jeu des comédiens n'était pas assez bon et donc on met de la musique pour amener une émotion comme une espèce de béquille à quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Donc j'étais plutôt là-dedans et puis à un moment donné, je me suis dit mais en fait non, si tu veux transmettre une émotion, la musique même sans image nous transmet une émotion. En fait. Donc pourquoi se couper de ce magnifique outil ? Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Olivier Marguerie, c'est mes producteurs qui, tous les deux m'en ont parlé de manière très spontanée, donc il y avait une espèce d'évidence, on s'est rencontrés, je lui ai parlé de mes influences, je lui ai parlé du samouraï, on a beaucoup parlé effectivement de musique électronique aussi, il y avait la chanson la cover de Jeanne Haddad qui était déjà là. Qui était un peu, voilà, je savais qu'elle allait venir, enfin j'espérais secrètement qu'elle apparaisse 2 fois, et effectivement elle apparaît 2 fois, je suis hyper content. Et donc voilà, on a construit aussi un peu autour de ça. Là où c'était compliqué avec Olivier, c'est que moi je n'ai aucune maîtrise de ce que c'est la musique. Vous voyez, pour moi la musique c'est comme le vin, j'adore ça, mais j'arrive pas à verbaliser. Quand je bois un verre de vin, je peux vous dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, mais ça s'arrête là, mes arguments s'arrêtent là. J'ai pas le vocabulaire, si vous voulez. Donc c'était très difficile de lui expliquer quand il me faisait des propositions, mais on a très vite trouvé un terrain d'entente, on a je pense la même sensibilité et donc voilà, je suis assez content de ce qu'il a fait. Il est, à nouveau, je trouve qu'il y a cet équilibre entre le fond et la forme, c'est-à-dire que la musique n'empiète pas trop, on ne sort pas les violons quand il faut les sortir, on reste... Il travaille avec beaucoup de pudeur et j'aime beaucoup ça. On n'avait pas la musique au tournage, j'aurais aimé, mais on avait Jeanne Haddad par contre. Donc il y a des moments où dans le taxi, Romain seul, je lui mettais la chanson et ça le nourrissait énormément. Johnny Hallyday en japonais, bon bah pareil, on l'avait au moment du tournage. Parce que vous savez, moi je triche pas, hein. Quand il y a une musique dans un bar, je mets la vraie musique. Enfin, j'aime pas que les gens font semblant de parler fort parce qu'il y a soi-disant de musique, mais en fait il n'y en a pas et les autres derrière ils chuchotent. Enfin, c'est pas mon cinéma. Moi j'aime que les choses soient vraies. Quand le téléphone sonne, il y a vraiment quelqu'un en ligne. Quand la musique dans la voiture fonctionne, elle fonctionne vraiment. Et c'était super parce que du coup, ils ont joué avec ça dans la voiture et ça amène de nouveau une spontanéité. Je pense que Romain ne s'attendait pas à ce que Johnny Hallyday chante un moment en français. Donc, il chante en japonais, et puis à un moment donné, il chante en français, puis il commence à chanter. Enfin bon, il y a eu une espèce de truc où ça fonctionnait assez bien. Donc, j'ai réussi à trouver ce mélange entre mes anciens films où on avait de la musique existante et une musique composée magnifiquement par Olivier Marguerie. Et donc, je trouve qu'il y avait, voilà, ça s'est bien jumelé tout ça. J'aime pas, vous savez, quand on va dans un pays et qu'on généralise sa population. C'est vraiment tout ce que je déteste. Moi, je voyage beaucoup voilà, par mon métier et c'est vrai qu'à chaque fois,
moi, je rencontre des gens très différents dans chaque pays, en fait. Donc, j'aime pas cette façon de généraliser les choses. Et puis, c'est vrai qu'on avait cette envie de filmer le Japon. Alors, de manière très humble, à notre niveau, on ne peut pas dire qu'on a essayé de filmer le Japon comme un réalisateur ou réalisatrice japonaise l'aurait fait, mais il y avait cette intention-là, en tout cas. On voulait éviter de filmer un Japon exotique, donc on ne voulait pas filmer tout ce qui était images d'Épinal, tout ce qui était voilà, le whisky japonais, sushi, le petit chat avec sa patte, la tasse de café avec la vague, le mont Fuji, enfin, tout ça on a éradiqué du film. On voulait montrer effectivement un Japon ordinaire parce qu'on est à travers le prisme de Jay. Et Jay, en fait, ça fait 15 ans qu'il vit là. Donc il voit le Japon différemment que si nous, on y allait en tant que touristes, évidemment. Donc c'était ce Japon-là qu'on voulait montrer. Il y avait cette errance que nous, on aimait beaucoup. Ça reste un travelling permanent dans la ville, donc quelque chose de très cinématographique là-dedans. Mais ce qui était bien, c'était... il y avait deux choses aussi. C'était qu'il pouvait, il pouvait chercher sa fille sans véritablement la chercher. C'est-à-dire qu'il arpente les rues et puis il y avait ce rêve un peu fou de se dire « bon, on ne sait jamais, je peux tomber dessus un peu par hasard ». Et effectivement, il y a un magnifique hasard qui est l'élément déclencheur du film, qui nous excitait beaucoup. Mais au-delà de ça, ce qui était notre deuxième choix, enfin notre deuxième argument, c'était qu'on allait filmer une mégalopole de 40 millions d'habitants. Et en même temps, ce taxi nous permet, à travers son habitacle, de retrouver une intimité. Et on aime beaucoup ce contraste-là, parce que le film raconte l'histoire d'une relation, en fait, et son évolution, l'évolution de cette relation. C'est-à-dire qu'on a un chauffeur de taxi et sa cliente qui évoluent petit à petit vers un père et sa fille, en fait. Et cette intimité-là, elle était assez belle, on aimait bien cette idée-là. Et même en termes de cinéma, en termes de mise en scène, on a essayé de filmer cette évolution de manière différente. C'est-à-dire qu'au début, ils sont très séparés l'un de l'autre, dans des plans très différents. On a un plan sur Jay, un plan sur Lily. Et puis petit à petit, ils sont dans le même plan, mais on panote d'un personnage à l'autre. Et puis à la fin du film, en fait, ils sont dans le même plan, mais côte à côte. Enfin, il y a toute une évolution aussi de mise en scène autour de ça. Et cette... promiscuité, nous permettait ça, donc on a quelque chose qu'on aimait bien, ouais. Ima, 中学生。はい、中1です。じゃあ、12歳ってこと？はい。名前は？信号。Tourner en japonais, ça n'a pas du tout été difficile. ごめんなさい。La justesse, en fait, elle n'est pas dans la langue, quoi. On le sent, en fait, si les gens sont ensemble, s'ils sont connectés, s'ils s'écoutent, on le voit tout de suite, en fait. Moi, j'avais un consultant japonais, évidemment, qui est lui-même réalisateur, qui s'appelle Yu Shibuya, qui nous a beaucoup aidés. Mais en vrai, évidemment, on en parle, j'en discute avec lui, etc. Mais le fait que la prise est bonne ou pas, que le ton est bon, que l'intention est là, ça se voit, ça se sent, en fait. Donc moi, je pourrais tourner dans n'importe quelle langue, en fait. Donc voilà, et par rapport à Romain, Romain, il a appris d'abord phonétiquement, et il avait une coach japonaise ici à Paris. Il a travaillé pendant 3-4 mois, et alors pour la petite anecdote, il a trop bien appris, c'est-à-dire que quand on a fait un premier essai, son japonais était trop bon. Mais très vite, on s'est dit, mais en fait, les expatriés, ils ne parlent pas aussi bien japonais. Il y a toujours un petit accent, une petite faute de grammaire, une petite... Et donc, on a dû tout effacer, tout réenregistrer, et il a dû apprendre un japonais un peu moins bon, avec des petites fautes de syntaxe, de grammaire, un petit accent. Et c'est vrai qu'après, une fois qu'on était sur le tournage, à Tokyo, on était immergé dans la culture japonaise, on était ancré
à Tokyo, avec toute son iconographie bien particulière. Et voilà, l'équipe était en majorité japonaise. Il allait faire ses courses, on lui parlait japonais. Il allait au restaurant, on lui parlait japonais. Et en fait, après 1 ou 2 semaines, très vite, il a réussi à insuffler des phrases en japonais et a réussi à improviser, ou en tout cas à amener un petit peu de spontanéité, moi ce que j'aime tant, dans ces dialogues qu'il avait appris phonétiquement. Et avec mon consultant japonais, on se regardait, on se disait « Ah mais ouais, mais en fait, il improvise, quoi. » Et donc, il a réussi, voilà, on ne peut pas dire qu'il était bilingue, mais il avait quand même réussi à apprendre suffisamment pour pouvoir improviser un peu. どうしました？道聞きたいんだけどさ、わかるかな？どこ行くんですか？ミモザホテル、港区のナビに出てこなくてさ。それ最近できた新しいホテル、慶応大学の向かいにあるセブンイレブン、わかります？そのすぐ脇。ありがとう。Avec Romain Duris, bon, on avait cette chance d'avoir déjà fait un film ensemble, évidemment. Je sais pas, c'est une rencontre, quoi. C'est une rencontre humaine. Il y a la bienveillance, il y a l'écoute. Voilà, je pense que c'est vraiment à différents niveaux. Alors évidemment, le fait d'avoir fait un film ensemble, ça aide. Mais c'est sûr que même si je travaille avec un nouveau comédien ou une nouvelle comédienne avec qui j'ai jamais eu l'occasion de travailler, je vais toujours essayer de retrouver cette confiance, enfin lui donner cette confiance et qu'elle soit mutuelle. Parce que je sais qu'un comédien ou une comédienne en confiance donnera 100 fois plus que sous une contrainte. Donc moi, j'essaie toujours d'instaurer ce climat de bienveillance. Et en même temps, c'est aussi pour ça que je travaille souvent avec les mêmes personnes à la technique et aussi au niveau des comédiens et comédiennes. C'est souvent les mêmes personnes avec qui je travaille. Parce qu'il y a cette façon de travailler, parce qu'il y a cette confiance, parce qu'on s'apprécie mutuellement et on sait qu'on est prêt à travailler ensemble. Donc ouais, je suis quelqu'un de très fidèle dans le travail, vraiment. Être réalisateur, réalisatrice, enfin, pour la plupart des gens, en tout cas, il y en a qui sont au-dessus du lot, mais franchement, c'est 80-90% d'échecs. On nous ferme la porte au nez, on nous dit non, on chute, on tombe, on se relève, on apprend, on continue. Enfin, c'est que ça. Financer un film, c'est très compliqué. Moi, je connais des gens qui sont brillants et qui n'arrivent pas à monter leur prochain film. Voilà. Et après, inversement, il y a des gens qui montent des films très facilement, d'autres pas. Je ne sais pas, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais en tout cas, il faut une détermination, ça c'est sûr. Mais voilà, après j'ai la chance de ne pas faire des... Enfin la chance, je ne sais pas, parce que des fois on le sent, mais je ne fais pas des gros films non plus. Donc c'est plus facilement rentable, donc il y a peut-être moins de pression que si je faisais un film à 10 millions. Donc voilà, moi j'ai moins cette pression-là, ça reste du film d'auteur. Mais chaque film est une aventure difficile, c'est sûr, hein, c'est un métier de terminer, j'ai failli dire maso, mais il y a un petit côté comme ça, c'est pas évident, mais en même temps on croit tellement en ce qu'on fait et on adore tellement ce qu'on fait, c'est tellement un beau métier qu'on s'y accroche en fait, on s'accroche pour, voilà, je pense que je serais malheureux si je n'arriverais plus à faire des films. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui font chaque année des films, je ne sais pas comment ils font, mais moi je mets peut-être un peu plus de temps à les faire, mais je continue à en faire et c'est super. Moi je suis ravi de pouvoir continuer à faire des films. Je mesure la chance que j'ai. Moi je regarde dans la promotion que j'ai de mon école de cinéma, on n'est plus beaucoup à réussir à en faire en fait, donc il faut avoir conscience de cette chance-là.